L'interview politique d'Europe 1, Fabien Amias, vous recevez ce matin une ministre qui jusque-là était tout en pudeur, tout en langue de bois, disent même certains, mais qui a décidé de se raconter dans un livre. C'est Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Alors honneur à l'école, on va commencer par citer les grands auteurs, si vous voulez bien. Qui a dit « Mon Dieu, gardez-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge ». Est-ce Voltaire ou Benoît Hamon ? Je crois que c'est assez partagé comme constat. Donc Benoît Hamon pourrait reprendre à son compte et vous et moi cette aussi. maxime de Voltaire. Vous déjeuniez hier avec Manuel Valls qui faisait son grand retour après quelques semaines de vacances et quelques autres. Qu'est-ce qui vous inquiète tous aujourd'hui dans la candidature de Benoît Hamon ? Non, d'abord, soyons clairs, nous déjeunions ensemble pour un moment amical, de partage de réflexion, mais qui n'était pas... Non, je voudrais vraiment être très précise. Parce que la campagne de Benoît Hamon aujourd'hui pose des difficultés. Mais qui n'était pas un moment, comme je l'ai lu ici ou là, de dénigrement de la campagne de Benoît Hamon. Sinon, d'abord, je n'y aurais pas participé, puisque vous savez que je la soutiens pleinement, cette campagne de Benoît Hamon. Et donc, aujourd'hui, où en est cette campagne ? Il y a eu, c'est vrai, un temps consacré à faire le maximum possible l'union à gauche de la part de Benoît Hamon. Il a réussi avec les écologistes, très bien. Ça a un peu moins bien marché avec Mélenchon, mais je pense que... Non, ça n'a pas marché du tout avec Jean-Luc Mélenchon. Non, mais attendez, je vais au bout de mon raisonnement. Mais je pense qu'à terme, c'était tactiquement intéressant tout de même, parce qu'il y aura des électeurs de Mélenchon qui, désireux de voir la gauche gouverner... Donc c'est pas 4 semaines de perdu dans les arrière-cuisines, comme le disait Antonin André tout à l'heure dans son éditorial. Viendront reporter leur voix sur Benoît Hamon, et je crois que c'est une bonne chose. Et puis maintenant, en effet, le rassemblement doit être plus large et s'adresser aux Français dans leur ensemble. Et donc, oui, il faut que chacun amène du sien dans ce rassemblement. Donc, mes camarades qui, visiblement... ont des insuffisances dans le projet actuel de Benoît Hamon, je leur demande d'y contribuer. C'est ce que le candidat lui-même ne cesse de faire. Donc voilà, il est temps maintenant d'être tous responsables et d'être en campagne. Nous avons en face de nous une droite, une extrême droite, dont nous savons tout. C'est pas la peine que je rentre dans les détails. Il faut aller au combat en campagne. Aller au combat en campagne, est-ce que ça veut dire que l'ancien Premier ministre, Manuel Valls, qui vous réunissait hier, va également aller au combat en campagne ? Est-ce qu'on entendra sa voix aux côtés de Benoît Hamon dans les semaines qui viennent ? Vous savez, Manuel Valls a été très clair dès le lendemain de la primaire. Oui, il respecte les règles de la primaire qui veulent qu'on se range derrière le vainqueur. Le vainqueur, en l'occurrence, Benoît Hamon, a été désigné à une très large majorité. Enfin, non, mais ça, je ne vous conteste pas qu'il a été très clair, mais on ne l'a pas entendu depuis. C'est-à-dire que dire le soir de sa défaite, je soutiendrai Benoît Hamon, puis alors après, plus l'entendre du tout, faire ce déjeuner hier qui prête à tout un tas d'interprétations, la question c'est est-ce qu'il va le soutenir publiquement ? Mais, en fait, Fabien Amias, moi, ce qui m'amuse, c'est que j'aime toujours bien prendre un peu de recul et comparer ce qui est comparable pour prendre la mesure véritable des choses. C'est toujours délicat de faire le rassemblement dans son camp après une primaire. Regardez, ne serait-ce qu'en 2012, est-ce que ça a été si simple que ça entre François Hollande et Martine Aubry, parce qu'ils étaient sur des lignes différentes ? Est-ce qu'on a tellement entendu Martine Aubry dans la campagne présidentielle de François Hollande à l'époque ? Non. Donc n'allez pas attribuer plus d'importance qu'il n'en faut à des détails. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui importe, c'est quand même la capacité de Benoît Hamon à s'adresser aussi directement aux Français, à trouver un écho en eux, à parler de sujets qui les préoccupent. Je constate quand même que cette campagne présidentielle ne ressemble à rien, pardonnez-moi de le dire, dans le sens où la couverture médiatique qui lui est consacrée, malheureusement, nous fait passer à côté de l'essentiel. Avez-vous entendu parler des projets des uns et des autres ? Des candidats et donc de celle de votre candidat Benoît Hamon. Oui, c'est la responsabilité des affaires, notamment, et ça, je suis d'accord avec vous, c'est pas de votre faute, je ne vous jette aucunement la pierre. C'est sûr que ce serait mieux d'avoir des candidats totalement honnêtes, ce serait plus simple pour pouvoir parler du fond des projets, mais c'est la responsabilité aussi de certains autres candidats qui ne dévoilent pas leurs projets et dont on ne sait rien, donc on parle dans le vide depuis des semaines et des semaines. D'Emmanuel Macron notamment, pourquoi pas, mais enfin... Non, mais autant nommer les gens, c'est plus simple en campagne. Bien sûr, moi ce que je sais, c'est que le candidat que je soutiens, à savoir Benoît Hamon, j'invite tous les Français qui s'interrogent encore à aller directement sur son site internet, ils verront ce qu'il propose, qui d'ailleurs a vocation à être complété, enrichi, et je crois que ça convaincra beaucoup. Najat Vallaud-Belkacem, est-ce que le vrai sujet aujourd'hui, et peut-être l'inquiétude de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, c'est qu'il n'y a pas de candidat chez vous à gauche capable de battre Marine Le Pen ? D'abord, Marine Le Pen, elle prospère, et c'est le cas depuis des années, sur nos insuffisances. Et notamment, s'agissant de la gauche,
on pourrait parler de la droite, mais s'agissant de la gauche, sur le fait que nous ne défendions pas suffisamment fort les valeurs qui sont les nôtres. Ne défendant pas suffisamment fort les valeurs qui sont les nôtres, nous avons perdu des batailles culturelles depuis des années, je ne parle pas de ce quinquennat, depuis des années, au profit d'une droite qui, elle, s'est radicalisée, qui s'est rapprochée de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la droite en France, la droite et l'extrême droite a gagné la bataille des idées ? Je le crains, oui, je le crains, et c'est ce qui permet à Marine Le Pen d'être aussi forte. Voilà. Et donc, quand on gagne la bataille des idées, en général, on gagne l'élection présidentielle. Non, elle l'a gagnée jusqu'à présent, mais nous sommes dans une campagne présidentielle, donc il faut reprendre la bataille des idées. Il faut que la gauche soit forte. Pour être forte, pardonnez-moi, il faut qu'elle soit la gauche. Il ne faut pas qu'elle soit un magma de ni gauche ni droite. Ça ne veut rien dire, ça ne ressemble à rien, et ça ne nous fera pas gagner. Parce que vous, on vous a vu dans un débat face à Marine Le Pen. Le débat était d'ailleurs très fort, mais on voit quasiment personne aller l'affronter aujourd'hui. La gauche est trop timide face au Front National ? D'abord, il faut qu'elle s'assume. Pour s'assumer et être de gauche, il faut qu'elle rassemble sur son nom, il faut qu'elle soit fière d'elle-même. Et ensuite, en effet, il faut qu'elle parte au combat. Et c'est vrai que moi, je souhaite que, comme Bernard Cazeneuve, par exemple, à qui je rends hommage, le fait en ce moment, il a décidé de faire une tournée de France des territoires où le Front National est très présent, aller se battre sur les idées et arrêter de se perdre, de se disperser en polémique permanente autour de la campagne de gauche, comment elle devrait être. Non, on a un candidat, on est en campagne, soyons un peu responsables. Alors, Madame la Ministre de l'Éducation, je vous propose un petit exercice très simple, politique. Je vais vous soumettre une proposition dans le domaine de l'éducation de quelques candidats à l'élection présidentielle. Et alors là, je fais appel à votre expertise. Vous répondez du tac au tac. On y va, il faut vraiment savoir ce que vous pensez. D'abord, Emmanuel Macron. Il propose de diviser par 2 le nombre d'élèves en CP et en CE1 dans les ZEP. Est-ce enfin la vraie gauche ou est-ce une utopie ? Alors, il faut savoir que dans les ZEP ou les REP, plus exactement, l'éducation prioritaire, déjà actuellement, le nombre d'élèves par classe est plus faible qu'ailleurs. On pourrait aller plus loin, pourquoi pas. D'ailleurs, Benoît Hamon aussi souhaite réduire le nombre d'élèves par classe. Donc, bonne idée. Oui, je trouve que c'est une bonne idée, mais il y a une meilleure idée que celle-là. C'est celle que nous avons déjà mise en place et qu'il faudrait amplifier, qu'on appelle le plus de maîtres que de classe, plus de maîtres que de classe. C'est-à-dire que dans une classe de CP ou de CE1, vous avez non pas un professeur, mais 2 qui font travailler ensemble les élèves en les prenant par petits groupes, ce qui permet de ne pas séparer les élèves, d'avoir des classes qui continuent à être diverses et de les faire progresser ensemble. Que vous convergez dans le sens de cette proposition. Benoît Hamon, il souhaite créer 40 000 nouveaux postes dans l'éducation. Nécessaire ou folie dépensière ? Nécessaire. Ah oui, ceux qui imaginent plus de postes. Non, mais attendez, soyons clairs. Ceux qui imaginent que parce qu'on a créé 60 000 postes pendant ce quinquennat, on a résolu tout le problème, se trompent. Je suis ministre de l'Éducation, je peux vous en parler. Lisez la presse de tous les jours, vous verrez qu'il y a encore des cas de remplacement qui ne sont pas effectués, qu'on a encore besoin d'améliorer la formation continue des enseignants, qu'il y a encore une démographie qui augmente au lycée ou dans l'enseignement supérieur. Pour tout cela, il faut des professeurs, donc il faut amplifier ce que nous avons fait. Donc c'est une bonne idée. François Fillon, il souhaite proposer, soumettre une idée, une tenue unique pour les élèves. Alors je ne sais pas, ce serait une blouse ou pas. Salutaire, égalité républicaine ou mesure réactionnaire ? Je ne qualifierais pas la mesure de forcément réactionnaire, mais ça ne résout absolument rien. Donc gadget, parce que si c'est pour lutter contre les inégalités, il vaut mieux donner davantage de professeurs dans les territoires les plus difficiles et accompagner davantage les élèves. C'est pas l'uniforme qui va résoudre les inégalités. Najat Vallaud-Belkacem, vous publiez un livre, La vie a plus d'imagination que toi, chez Grasset, dans lequel, et c'est assez rare d'ailleurs, vous évoquez votre parcours personnel, votre arrivée en France, le regroupement familial, l'émancipation par l'école, l'intégration sociale. Est-ce que aujourd'hui ce serait possible ? Est-ce que une petite fille d'immigrés qui arrive à Amiens pourrait aujourd'hui rentrer au concours très difficile de Sciences Po ? Est-ce que ce dont vous avez bénéficié, ça marche encore aujourd'hui en France ? La réponse est oui, ça marche. Ça je ne dis pas tous les jours, malheureusement. Soyons clairs, je ne dis pas que tout est rose, tout est parfait en France. Les bancs des grandes écoles, franchement, c'est pas vraiment métissé, c'est pas vraiment divers. Absolument. La ministre de l'Éducation que je suis est la première d'ailleurs à se battre contre ça et à créer des dispositifs, par exemple, d'ouverture des classes préparatoires ou des grandes écoles pour les élèves venant de quartiers difficiles. Je le sais, il y a des dysfonctionnements, mais pour autant, il y a de belles histoires. Il y a un ascenseur social qui continue de fonctionner. À force de ne pas en parler, à force de
dénigrer en permanence notre pays, notre modèle social, notre école, notre hôpital, il ne faut pas s'étonner que les gens aillent voter Front National. C'est pas vrai, ça ne correspond à rien, ce discours décliniste, je n'en peux plus. La vérité, c'est qu'il y a des choses qui marchent très bien dans notre pays, qu'on a l'un des modèles sociaux les plus favorables du monde, l'une des écoles qui marche le mieux. Soyons fiers de ce que nous avons, améliorons-le. Alors peut-être est-ce qu'un ressenti, mais c'est aujourd'hui, et après 5 ans de gauche au pouvoir, peut-être aujourd'hui votre échec. Je comprends, mais le ressenti, il est aussi fabriqué par des discours que je qualifierait d'irresponsable, porté parfois par des politiques qui cherchent le Graal électoral à travers le populisme et porté aussi par un certain nombre d'observateurs qui trouvent plaisir, parce qu'il y a une forme de mélancolie et de romantisme, à être décliniste et pessimiste en permanence. Pardon, mais la jeunesse de France, c'est pas de cela qu'elle a besoin. Merci Najat Vallaud-Belkacem d'être venue ce matin sur Europe 1. Votre livre s'appelle La vie a plus d'imagination que toi. Il est publié chez Grasset. Demain, c'est Gérard Larcher qui sera votre invité, Fabien. Et peut-être qu'il pourra nous expliquer pourquoi François Fillon vient d'annuler sa visite au Salon de l'Agriculture sans aucune explication. Voilà, à l'instant, on apprend que la visite de François Fillon, qui était attendue à 8h ce matin, est annulée. On en saura peut-être un petit peu plus dans les minutes qui viennent.